Bonjour, je suis Thomas Borneau Bonjour, je suis Cyril Montana. et nous sommes les réalisateurs du film Cyril contre Goliath. Non, lui c'est le réalisateur, quand même, parce qu'il est super sympa, il veut partager la réal, mais c'est pas vrai, je sais pas réaliser, je suis une bille en réalisation, j'ai co-écrit avec lui, j'ai coproduit. Mais le réal, c'est lui. Voilà, c'est clair. J'aurais bien aimé avoir son talent, mais je l'ai pas. Parler de ses talents, c'est toujours un peu prétentieux. Donc, non, je ne sais pas des talents, je ne sais pas. Je suis capable de parler à n'importe qui, n'importe où. Je pourrais me faire copain avec un chameau dans le désert. Ça, c'est une qualité que j'ai, c'est vrai. Et mon père me l'avait dit, je peux parler à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Même un chinois, si vous voulez. Même si je ne parle pas chinois. Je peux me faire pote avec des gens assez facilement. J'ai eu toujours un double cursus. J'ai publié quelques romans. Et puis en parallèle, j'ai toujours bossé dans la communication, à la création de contenu événementiel, vidéo et autres. Voilà. Donc ce sont les deux cursus que j'ai suivis. Et puis donc, je vous la fais courte, hein, ça va plus vite. Et puis du coup, j'ai rencontré Thomas à un moment où j'avais un souci dans un village que j'aimais énormément, et j'ai rencontré Thomas Borneau. Et avant de rentrer dans les détails, les qualités de ce personnage ont été, depuis 5 ans qu'on se connaît maintenant, d'avoir dès le début une vision d'où il voulait nous emmener avec ce film, aussi bien la trame narrative que le fond, que même l'arc de changement que moi j'ai suivi, sans que moi je le sache réellement, et en réussissant à faire de ce débordement d'énergie et d'envie d'en découdre un film avec une histoire. Et moi, je savais pas toujours ce qu'il me demandait de faire. Et c'est vrai que je faisais ce que j'avais à faire, et puis parfois il me demandait de faire des choses que je ne saisissais pas tout le temps. Mais lui avait une idée très précise et il savait exactement où on était et où on allait. Voilà. Et ça, c'est une qualité indéniable d'avoir le film dans la tête déjà, même s'il va vous dire, lui, un peu comment ça s'est construit. Et c'est en ça qu'il est réalisateur et pas moi. Moi, mon parcours, j'étais à Versailles en train de partir dans une école de commerce quand j'ai vraiment réalisé que ça allait m'emmener très très loin du cinéma. J'avais envie de faire du théâtre à la base et du cinéma après. Donc j'ai abandonné toutes ces études et je suis parti sur des plateaux de tournage, à porter des cafés. J'ai fait de la régie, j'ai commencé vraiment tout en bas. Et je me suis formé auprès de techniciens et j'ai petit à petit appris d'autres métiers et dans la production et dans la réalisation pour arriver là où je suis aujourd'hui. Donc on peut dire que j'ai appris sur le tas et ça c'est une super expérience. Voilà, donc j'ai beaucoup travaillé pour la télévision, j'ai produit et réalisé beaucoup de documentaires, enfin quelques documentaires. Voilà. Et c'est grâce justement à un documentaire que j'avais réalisé il y a maintenant 5 ans que Cyril Montana a sonné à ma porte un jour pour me dire tiens, il y a cette histoire-là, est-ce que ça t'intéresse? Et puis, on ne s'est pas quitté depuis 5 ans. C'est une belle histoire. Et pour parler des qualités de Cyril Montana, Cyril Montana, il est venu me vendre son film comme un marchand de bagnoles et de manière très, très, très forcée. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais jamais me sortir de cette histoire-là, comment je peux lui dire non. Et tout au début, il me faisait un peu peur. Mais c'est aussi la force, c'est-à-dire que dès qu'il veut quelque chose, il est incapable, en fait, de ne pas l'avoir et de s'arrêter. Donc, ce qui est vraiment génial, parce que je lui disais, il faut vraiment qu'on ait cette personne, il faut vraiment que tu l'appelles et tout. Il était capable d'appeler cette personne 50 fois par semaine, quoi. C'est-à-dire qu'au final, les personnes en ont tellement marre de l'avoir au téléphone, je pense qu'ils disent oui pour qu'il arrête d'appeler. Voilà. Sinon, il est sympa. Enfin, moi, c'est un bon camarade. C'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Non, ça, on s'adore. Ça se passe dans un petit village de Luberon. C'est un petit village médiéval perché à flanc de colline qui s'appelle Lacoste, qui est surplombé par le château du Marquis de Sade. Et il y a 20 ans, il y a le couturier Pierre Cardin qui vient dans le village pour acquérir le château du Marquis de Sade. Et il décide de faire du village un Saint-Tropez de la culture, alors que le village, et d'apporter la culture là-bas, alors que le village a une culture incroyable. Ça a été lieu de pèlerinage des surréalistes. Il y a énormément d'artistes qui sont installés là-bas. Et lui dit, je vous amène la culture. Soit en passant aussi l'eau, l'électricité, ce qui considère quand même que les gens sont pas du tout évolués là-bas. Et en fait, il se met à racheter 1, 2, 3, 4, 5, 10 maisons, 20 maisons, 30, 40 maisons, des commerces, et il ne fait rien. Il a 50 hectares de terre et il ne fait rien dessus. C'est-à-dire que depuis 20 ans, en fait, il laisse le village mourir. C'est un village musée, en fait. C'est-à-dire que les vitrines sont vides, les maisons sont vides. Il n'y a absolument rien qui se passe.
c'est ce que Thomas raconte dans le film, c'est ce qu'on raconte, c'est-à-dire qu'en fait, moi, mon père était hippie, et en fait, il m'a emmené reprendre une ferme avec des chèvres là-bas, parce qu'une copine l'a appelé quand j'avais 5 ans, et donc après, on a déménagé, on allait de maison en maison, à droite à gauche, parce qu'il était très jeune, quand je suis né, il avait 17 ans, et donc ensuite, je suis allé à l'école de Lacoste. Je suis aussi allé à l'Écosse de Beaulieu, donc j'ai connu tous les mecs qui aujourd'hui, même le maire, machin, enfin tout ça, je les connaissais depuis super longtemps. Et après, je suis remonté à Paris et je suis redescendu à l'âge de 13 ans pour des raisons familiales, avec ma grand-mère paternelle cette fois-ci, qui avait acheté une petite maison pour faire plaisir à son fils. Et donc je suis allé au lycée à Apt, à côté, et j'ai passé mon bac sur place. Donc j'ai passé moitié d'enfance, moitié d'adolescence dans ce village. Et ce village a chez moi une importance considérable, voire fondamentale. C'est qu'en fait, tout simplement, c'est un village qui est assez dingue. Comme vous le dit Thomas, il y a tout cet héritage culturel et artistique des surréalistes, mais aussi c'est un village d'artistes, mais où il y a aussi des paysans, où il y a aussi des anciens hippies, où il y a aussi des notables, où il y a tout un tas, des carriers de pierre qui se côtoient dans un écosystème très singulier. Et ça, je peux vous dire que moi, pour des raisons familiales, lorsque je me suis pointé à 15 ans avec ma grand-mère pour reprendre le lycée sur place, j'étais assez turbulent parce que mon père venait de mourir. Enfin, j'étais dans un contexte un peu particulier. J'étais suivi au palais de justice par un éducateur pour vous dire que j'étais vraiment pas tout à fait équilibré, en fait. Plus l'adolescence, plus le poids de la perte de mon père. Et c'est vrai que ce village et cet écosystème qui n'est pas marchand, qui n'est pas ni marchand ni marchandisable, qui n'est pas une donnée économique, qui est le fait que des gens puissent se regrouper dans un endroit et que vous puissiez les rencontrer. Et chacune de ces personnes différentes dans ce village ont construit celui que je suis aujourd'hui, parce que je pouvais rencontrer, par exemple, j'ai rencontré le père de mon pote qui s'appelle Gustave Sauvin, qui est le père d'un sculpteur. Gustave Sauvin est un des plus grands poètes américains, ami d'Hemingway, ami de René Char, et il vivait là. Et donc c'est vrai que quand vous rencontrez Gustave, ou que vous allez manger avec son fils chez lui, et que le type vous parle de la poésie, et que vous allez un peu plus loin, et que vous avez un artiste comme Everklin Force, qui est pareil, qui est l'équivalent du Giacometti suédois, et que ces gens-là vous parlent de Rimbaud, de Verlaine, de la sculpture, votre esprit d'adolescent un peu perturbé, un peu à l'ouest, qui a un peu tendance à s'oublier dans l'alcool et les vapeurs extatiques, d'un coup se reconsidère les choses, réfléchit et se construit grâce aux autres, parce que ma grand-mère était un peu dépassée. Donc ce village, moi, il m'a construit ce que je suis aujourd'hui. Et je veux dire, de voir d'un seul coup, comme ça, qu'une main basse d'un multimilliardaire qui arrive et qui décide d'un coup de tout racheter, de laisser tout vide, et que se perde comme ça la transmission possible derrière, c'est-à-dire que des enfants puissent s'installer, avoir des enfants à nouveau, et que tout cela est gelé au nom d'une soi-disant volonté de sauver ce village, alors que c'est tout le contraire. Ça a duré 15 ans, et au bout de 15 ans, à un moment, je suis arrivé, j'ai dit, je voudrais témoigner de ce village et aussi commencer à m'engager. En gros, c'est ça, le pitch un peu allongé, quoi. Oui, bah oui. J'ai fait 12 ans de thérapie et 7 ans d'analyse. Donc, ça va beaucoup mieux maintenant. C'est peut-être ce qui m'a permis d'ailleurs de faire ce film, on a eu aussi. Non, c'est pas thérapeutique, mais c'est une volonté aussi de lui rendre hommage, c'est-à-dire de rendre hommage à toutes les figures qui ont pu y vivre. C'est rendre hommage à ce qu'il était et à ce que j'espère il sera. Et puis, c'est une manière aussi c'était une manière, sans même que je me rende compte, mais avec le recul, je me rends compte maintenant, de m'engager, de réfléchir sur l'engagement, parce que dans le film, on a des philosophes qui viennent, on a Cynthia Fleury qui vient nous parler, on a des activistes, des penseurs qui viennent comme ça ponctuer toute cette réflexion autour de l'idée de l'engagement. Qu'est-ce que c'est que s'engager? Donc, c'est aussi, avec le recul encore une fois, parce que sur le coup, je ne m'en rendais pas compte, c'est aussi une réflexion là-dessus plutôt, ouais, je pense, de manière un peu barrée quand même. Ça nécessite quand même d'aimer la personne. Hein. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, c'était absolument nécessaire. Donc, c'est sans doute aussi pour ça que le projet a duré aussi longtemps. Parce qu'il y avait déjà apprendre à se connaître et apprendre véritablement à comprendre. Moi, j'avais besoin de comprendre, en fait, qui était Cyril. Et je pense que c'est la première fois que je suis allé à Lacoste, on a rencontré Frédéric Flao, qui est un homme de théâtre qui habite là-bas. Et on parlait voilà, du village, de Cyril, mais en tout cas de comprendre un peu ce qui se passait là-bas. C'est un documentaire, donc moi j'ai quand même besoin de comprendre les tenants, les aboutissants, et pas seulement le point de vue de Cyril. Et je me rappelle, il a dit à Cyril, Cyril, tu es un petit arbre qui cherche ses racines. Et moi, ça a débloqué quelque chose en moi. Je me suis dit, mais c'est ça en fait le film. Enfin, en tout cas pour moi, ça allait être l'histoire en fait d'un petit arbre qui cherche ses racines. Et ça rejoint la question que vous le posiez tout à l'heure, parce que je pense que quelque part,
et on le voit bien dans le film, il y a quelque chose qui se passe, en tout cas, dans cette réappropriation, en tout cas, d'un passé, d'un patrimoine, de ce qu'était le village, et une réconciliation assez forte. Et donc, ça a mis du temps parce qu'il n'y avait pas que Cyril, il y avait aussi d'autres personnes. Il fallait que je sois un peu accepté par tout le monde. Donc, moi, j'ai passé, je pense que la première année, je n'ai pas sorti de caméra, quoi. J'allais voir les gens, on discutait, on buvait, parce qu'il faut boire beaucoup là-bas pour être accepté. Et puis jusqu'à ce que finalement, ça n'étonne plus personne quand on a sorti les caméras, plus personne en fait était étonné, quoi. Les gens continuaient à parler comme si c'était naturel. Moi, c'est pas mon métier, c'est le sien, donc je peux pas répondre là-dessus. Mais ce que je sais simplement, c'est pour revenir à cette question-là, c'est qu'en fait, sur cette histoire d'intrusion de caméra, à la base, moi, je savais pas comment on allait s'y prendre, et il n'était pas question que je sois à l'écran. C'est Thomas qui m'a balancé, qui m'a dit mais vas-y. Moi, ce que je l'ai appelé, il m'a dit écoute, j'ai un souci. Tu as fait des documentaires. Il y a dans la presse quand même 80% des articles qui racontent que M. Cardin fait du bien à ce village. Je ne le pense pas. Donc, je lui ai dit, est-ce que tu peux venir constater avec une caméra, voilà. Et en fait, Thomas, d'un seul coup, a décidé, pour des raisons qui lui sont propres, de me pousser devant et me dire, mais vas-y. Et lui savait déjà qu'il fallait derrière tirer cette ficelle de la transmission qui ne se fait plus, et voilà. En fait, et donc du coup, c'est vrai que par rapport à cette histoire d'invasion, il n'a pas tellement été, parce c'est vrai qu'il est resté 1 an sans sortir les caméras, et moi j'en pouvais plus. Je dis mais sors les caméras, mais qu'est-ce que tu fais, ça fait 5 fois qu'on vient, parce que je comprenais pas que ça avance pas. Pour moi ça n'avance. Je fais mais qu'est-ce qu'il fait le mec, quoi, il me prend pour un con ou quoi, ça fait 5 fois qu'on vient, c'est dingue. Et au bout d'un moment, lorsqu'il les a sortis, ça s'est fait naturellement, parce que les mecs le connaissaient bien plus qu'un type qui arrive, qu'on connaît pas, qui arrive avec cet œil extérieur. Donc ça a été important, cette manière qu'il a eue. Et puis d'ailleurs on a des gens, il faut savoir, qui se sont déclenchés au bout de 3 ans, hein. Il y a des gens au bout de 3 ans, il a fallu attendre, hein, dont certains très précieux dans le documentaire. Donc ça a mis du temps. Vraiment, il est venu apprivoiser une tribu, en fait, un peu, hein. Je pense que quand même, on habitait dans le même quartier, on avait quand même des points communs assez flagrants. D'ailleurs, c'est dommage, enfin c'est bête qu'on ne soit pas rencontrés avant, quoi. Bah oui. Et donc il y avait quand même une idée assez. Franchement, on était assez d'accord quand même sur la façon de faire les choses. C'est vrai que moi je l'ai un peu poussé devant la caméra en disant t'inquiète, laisse-toi faire et tout. Ça, c'était le truc, voilà, un peu compliqué, mais fallait bien avoir un personnage. Et puis moi, ça me plaisait en fait ce personnage me plaisait. Voilà, il y avait quelque chose. Et carrément, oui. Bah, apprivoisable, c'est pas un chien, hein. Enfin, quoi qu'il. mais en fait, je me souviens la première fois comme ça où on allait filmer, et je lui dis bon, bah viens, on va interviewer un tel. Puis il me dit vas-y, mais vas-y avant. Je dis ben non, bah viens avec moi. Mets un pied, viens avec moi. Il me dit non, vas-y toi, tout seul. Et finalement, c'est vrai qu'il m'a poussé dans la flotte un peu, et puis derrière, j'y ai pris goût. Mais les premières fois, j'étais pas super à l'aise non plus. Non. C'est vrai, hein. Oui, donc oui, non, mais franchement, ça s'est hyper bien passé, quoi. Il n'y avait pas de problème à aucun niveau. Et un truc que j'ai oublié de vous dire qui est important, parce que je reviens juste à un petit point, ça vous embête pas. Je voulais juste vous lire une toute petite citation, parce que vous me parliez tout à l'heure de l'importance de ce village pour moi. Et il y a une très belle. Alors j'essaie de l'apprendre par cœur, mais je la connais pas encore par cœur. Il faut que je le fasse. C'est une citation de René Char qui raconte son enfance. Ça dure il y a 5-6 lignes, et ça va vous, en poésie ou avec la prose de René Char, d'un seul coup, ça va vous donner un petit peu comment un pays peut être aussi cher au cœur de quelqu'un, quand bien même il n'y est pas né. Je me rends compte que l'enfant que je fus, prompt à s'éprendre comme à se blesser, a eu beaucoup de chance. J'ai marché sur les miroirs d'une rivière pleine d'anneaux, de couleuvres et de danses de papillons. J'ai joué dans des vergers dont la robuste vieillesse donnait des fruits. Je me suis tapi dans des roseaux, sous la garde d'êtres forts comme des chênes et sensibles comme des oiseaux. René Char. J'en ai des frissons. J'ai la chair de poule. Je pense que ce qui est assez chouette, parce qu'on ne sait jamais quand on fait un film documentaire, on ne sait jamais où ça va amener, quoi. Surtout sur un aussi long terme. En plus, c'est un film qu'on a fait de manière un peu particulière, parce que c'est un film sur l'engagement, mais c'est un film aussi engagé, parce qu'on l'a fait
uniquement avec la communauté KissKissBankBank. On a fait une levée de fonds sur KissKissBankBank et on l'a fait avec 30 000 euros. Donc c'est un film, on a mis toutes nos tripes dedans. C'était quelque chose. Donc là pour le coup, on dit toujours que c'est un peu comme un enfant, un film, mais là il y avait vraiment quelque chose d'assez intime parce qu'on l'a porté pendant très très longtemps. Donc on attendait, on redoutait ça et on sait jamais comment ça va se passer dans le public. Et c'est vrai qu'on a fait 2 avant-premières, une à Paris et une dans le Sud, qui s'est super bien passée. Et surtout dans le Sud, c'est là où on était un peu plus inquiet parce que c'est quand même les gens qu'on a filmés, les gens qu'on a rencontrés. Et ça a été, oui, ça a été super. Je pense que les gens ont bien compris aussi que on n'était pas uniquement sur cette histoire de Pierre Cardin, mais qu'on était aussi sur comment on fait pour se mobiliser, c'est quoi en fait l'engagement, ces histoires d'engagement. Et puis c'est une comédie ce film aussi. Voilà, c'est-à-dire que lui, on disait, il se pète la gueule et il se relève en permanence, quoi. Donc c'était parfait dans la dramaturgie parce que il progresse, mais en se pètant la gueule en permanence. Il y avait et puis bon, il est triste un jour et puis il repart en disant c'est bon, voilà, il fait la gueule une soirée et puis après il est reparti avec une autre idée et tout. Donc moi j'adore la comédie, donc et franchement on avait envie parce que aussi de pas raconter une histoire avec larmoyante, enfin pas que larmoyante quoi, mais qui voilà, parce que moi c'est plus ce que j'ai envie de faire, enfin j'en ai fait ça d'ailleurs, mais et j'adore la comédie, donc voilà, on a cherché un peu une façon de pouvoir Enfin, il a cherché une façon parce que lui, oui, il racontait une histoire. Moi, je vivais un truc. Moi, je me rendais pas compte que j'étais en train de raconter une histoire. Non. Je ne faisais que suivre ce que j'avais envie de faire dans ma tête et à foncer, quoi. Voilà, donc ça c'est important. Et c'est vrai que dans ce qu'il dit par rapport à l'engagement, c'est vrai que l'engagement, il se soigne de partout parce que lorsque, par exemple, vous bossez pendant 3-4 ans, en fait, normalement, quand vous faites un film, vous savez si vous allez aller en télé ou au cinéma. Enfin, vous avez un diffuseur ou un distributeur, puis vous avancez avec ou sans budget. Mais nous, on n'avait rien jusqu'au bout. C'est-à-dire que nous avons fini ce film. Peut-être qu'aujourd'hui, on l'aurait regardé sur notre ordi avec nos grands-parents. Je veux dire, non, mais ça en était là, parce qu'on n'avait personne ne nous suivait du tout. Depuis le début, personne ne nous suivait. Donc en fait, c'est vrai que du coup, on avait juste en tête l'envie d'aller jusqu'au bout d'une aventure qui se retrouve être un film, mais c'est avant tout une aventure. Et le but, alors excusez-moi, je vais emprunter encore à René Char, mais en fait aussi l'ADN de ce film, ce serait cette phrase qui est très belle, parce que René Char évidemment est à côté de Lacoste, il était à l'Île-sur-Sorgue qui est à 12 km de Lacoste, c'était son fief. Ça c'est très bien. Nous devons ça c'est par rapport à la situation lorsqu'un milliardaire vient et s'achète un village. Vous voyez, c'est ça. J'ai trouvé une phrase qui correspond tout à fait à notre action. Nous devons surmonter notre rage et notre dégoût. Nous devons les faire partager afin d'élever et d'élargir notre action comme notre morale. Et c'est un peu ça l'idée aussi. C'est en fait, moi je sais qu'aujourd'hui, ce qui me fait le plus plaisir, c'est effectivement, vous parliez de la presse, c'est vrai qui était très positive pour nous, mais aussi les avant-premières dont parle Thomas. Et ce qui me plaît, c'est que d'un seul coup, je sens que ce dégoût et cette rage, ça y est, elle est partagée. C'est-à-dire que je la partage avec les gens, on en discute, et puis d'un seul coup, avec Thomas aussi, j'ai réalisé que finalement, Lacoste est une métaphore du monde moderne. Parce qu'il n'y a pas que ce village. La privatisation des espaces publics, le combat entre le public et le privé, finalement, ça concerne le monde entier. Et c'est là où d'un seul coup on prend du champ et on commence à réfléchir aux choses et ça devient intéressant ce recul. Parce que ça en devient un combat presque universel. Le Covid, c'est évident que, enfin, pas que pour nous, mais je pense que pour énormément de personnes, enfin moi en tout cas, le fait de me dire merde, le film sortira pas, on a travaillé, qu'est-ce qui va se passer, de toute façon le monde d'après Covid n'existait pas trop à ce moment-là, quoi. Donc on s'est dit juste merde, tu travailles pour ça, compliqué. Il y a eu cette proposition de la 25e heure et du CNC surtout de pouvoir en fait faire une sortie cinéma. Nous, elle était importante parce qu'il fallait qu'à un moment donné, quand même, le film, on a déjà fait des avant-premières. Monsieur Cardin est quand même pas tout jeune, donc on s'est dit, il fallait que ça sorte quand même, voilà. Et c'était. Et puis, bon, après, moi, je suis hyper optimiste et je suis assez positif. Donc, en fait, pour le coup, après, on a joué le jeu de ça. Je pense que ça nous a donné le temps qu'on n'aurait pas eu dans une sortie salle. Parce que c'est un petit film fragile, donc en fait, on a eu 3 semaines pour communiquer, pour en fait avoir des retours. Et je pense que d'une certaine manière, ça a été une chance en fait de pouvoir profiter de ce temps-là pour aussi créer de l'envie, des gens qui sont
qui nous ont fait des retours. On a eu des retours presse du coup, parce que comme il n'y avait pas beaucoup de films à se mettre sous la dent, la presse a pris le temps, mais c'était un peu comme ça, on faisait des avant-premières en fait, avec non, mais surtout, enfin, une sortie plus lointaine, ouais, mais ouais, mais surtout, enfin, notre premier, en vrai, enfin, pour moi, le premier réflexe, ça a été de dire, ok, bon, bah, ça sort pas, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on attend, on savait pas combien de temps attendre. Effectivement, les petites salles indépendantes étaient aussi dans la mouise, oui. Et on nous a dit, écoute, il y a un moyen ils peuvent gagner de l'argent tout de suite, donc les gens en fait s'inscrivent, c'est géolocalisé à 50 km et l'argent va directement à la salle dont on dépend à 50 km et l'argent arrive tout de suite. Donc on s'est dit c'est super, on va pouvoir aussi discuter avec les gens. Donc on a fait des débats et puis c'est vrai qu'on a un peu tendance, Thomas et moi, à se casser la gueule et à remonter tout de suite. Et finalement, d'un moment qui était assez tragique, on en a transformé quelque chose de sympa puisqu'on a fait des avant-premières, on a pu tester le film, on a fait des débats avec Cynthia Fleury, la philosophe, on a eu de la presse qui est tombée, donc on a créé une sorte de buzz, mais en partant toujours, mais sans vraiment se dire on va le faire pour faire le buzz, on s'est juste dit on va le faire parce qu'il y a ces petites salles là, ils ont plus un rond, les mecs vont être à terre, donc on n'a pas non plus fait 10 000 entrées, mais ce qu'on a fait comme entrée, c'est de l'argent qui allait directement dans leur poche et ça nous a fait plaisir de le faire parce qu'on sentait encore une fois que c'était une note d'engagement et comme ça fait 5 ans qu'on s'engage dans ce film, continuons jusqu'en a la distrib puisque de toute façon on est dedans jusqu'au bout. De toute façon, on n'a pas gagné un rond depuis le début, donc ne gagnons pas un rond jusqu'à ça va pas changer grand chose. Non mais c'est vrai, c'était un truc assez sincère de vouloir le faire, mais on a bien hésité, on en a beaucoup parlé, on y va pas, voilà. Ouais. C'était vraiment un truc, c'était assez spontané au bout d'un moment. On s'est jeté à l'eau, on dit allez on y va. Là, c'est le pompon. Non, mais on est ravis, ça nous fait tellement plaisir. On est tombé dans les bras qu'on a appris ça, mais c'était parce qu'il y a un truc c'est réel quoi. D'un seul coup, on est dans un festival, un beau festival comme Angoulême, c'était génial. On pouvait pas rêver mieux. Donc là, pour le coup, on s'est dit enfin, voilà, c'est chouette, notre film va pouvoir être vu en fait. Par la profession, enfin, il y a une forme de reconnaissance qui est très forte et qui est hyper chouette. Donc, c'est un vrai honneur et on est hyper content d'être là. Quoi. Et puis, encore une fois, ce que je veux dire qui est vachement important, c'est cette reconnaissance, mais elle vient aussi c'est vraiment une notion de partage. C'est-à-dire que ce film, dès le début, l'idée, c'est de partager une situation que je trouve insupportable. Et que d'un coup, non pas qu'on reconnaisse notre génie, parce que c'est pas ça, on n'est pas mégalo, c'est qu'on reconnaisse qu'en fait, on a fait un boulot correct, mais surtout que ça intéresse des gens et qu'on réussit à toucher, parce que c'est ça notre but, c'est de partager. Si on est content d'être au cinéma et pas à la télé aujourd'hui, en tout cas d'être au moins au cinéma maintenant, c'est parce qu'on peut partager, parce que dans les salles de cinéma, ce qu'on a rencontré, c'est les gens ont envie de parler après ce film. Ils ont vraiment envie d'échanger. C'est un film qui est fait pour discuter. C'est pas un film qui est fait pour le regarder tout seul. Je suis désolé, mais c'est vraiment fait pour ouvrir la discussion. Il y a plein de choses dedans. Et nous, en fait, notre grande hâte, c'est on commence à avoir des avant-premières un peu partout et des projections avec débat. C'est de faire des projections avec débat. Oui. C'est génial. Et c'est pour ça aussi qu'Angoulême, quelque part, c'est aussi une reconnaissance de, en fait, les gars, c'est bien, vous avez bien bossé. C'est un peu, c'est un encouragement. C'est un vrai encouragement. Et on est très, très heureux. Ça, il n'y a pas à dire. Non, ça,